Je regardais mes feuilletons comme on s'accroche à une bouée au milieu d'une mer trop calme pour être honnête. La lumière de l'après-midi glissait sur les rideaux, la maison respirait doucement, et pour une fois, le monde semblait me laisser en paix. Les voix à l'écran me tenaient compagnie depuis des années. Elles savaient mes silences, mes blessures, mes attentes. C'était mon refuge, mon rituel, mon secret presque honteux. J'étais là, immobile, quand le clic sec a tranché l'air. La télévision s'est éteinte. Je me suis retourné, surprise, le cœur serré comme si on venait de me retirer une béquille. Elle se tenait derrière moi, ma belle-fille, droite, le regard calme, trop calme. Un sourire poli flottait sur ses lèvres, celui qu'on porte quand on sait quelque chose que l'autre ignore. « Il faut qu'on parle » a-t-elle dit doucement, comme si elle m'offrait un verre d'eau alors que je brûlais. J'ai voulu protester, expliquer que l'épisode n'était pas fini, que j'attendais cette scène depuis une semaine. Mais ma voix s'est perdue dans ma gorge. Je l'ai laissée parler. Elle a parlé de temps perdu, de responsabilité, de choses sérieuses qui n'avaient rien à voir avec mes feuilletons. Elle a parlé de respect, de maison, de règles. Je hochais la tête, docile, pendant que quelque chose en moi se fissurait. J'ai pensé à mon fils, à son absence ce jour-là, à la façon dont les murs semblaient plus épais quand il n'était pas là pour rire. Quand elle est partie, la télévision est restée noire, mon reflet tremblant à la place des images familières. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Les scènes interrompues tournaient dans ma tête, mêlées à ses mots, à son sourire trop lisse. J'ai entendu la maison craquer, respirer, comme si elle aussi se préparait à quelque chose. À l'aube, j'ai su que le lendemain ne serait pas un jour ordinaire. Il y avait dans l'air une promesse étrange, un frisson que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Le matin est arrivé avec un silence inhabituel. Le café avait un goût différent, presque amer. J'ai croisé ma belle-fille dans le couloir. Elle m'a salué comme si rien ne s'était passé, mais ses yeux brillaient d'une lueur nouvelle. À ce moment-là, j'ai compris que l'interrupteur qu'elle avait actionné la veille ne concernait pas seulement la télévision. Avant de continuer, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune histoire comme celle-ci. Je me suis assise à la table de la cuisine, les mains jointes, quand une enveloppe glissée sous la porte a attiré mon regard. Mon nom était écrit dessus, d'une écriture que je reconnaissais trop bien. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Je n'avais pas encore touché l'enveloppe que j'ai senti que, dès que je l'ouvrirais, plus rien ne serait jamais comme avant. Je suis resté un long moment à fixer cette enveloppe, comme si elle pouvait m'attaquer si je faisais un geste de trop. La cuisine semblait soudain étrangère, chaque bruit amplifié. Le tic-tac de l'horloge, le bourdonnement lointain de la rue, ma propre respiration trop rapide. J'ai fini par la saisir entre mes doigts. Le papier était épais, presque solennel. Mon nom, écrit de cette écriture penchée et ferme, m'a ramené des années en arrière, à une époque où tout semblait plus simple, ou du moins plus honnête. Je l'ai ouverte lentement. À l'intérieur, une seule feuille, quelques lignes. Pas de formule de politesse inutile, pas d'explication douce. Juste des mots précis, tranchants, qui m'annonçaient que quelque chose devait changer, immédiatement. On parlait de la maison, de décisions prises, pour le bien de tout, de réunions familiales dont je n'avais jamais entendu parler. Et surtout, cette phrase qui m'a glacé. Tu dois être prête à accepter ce qui va arriver. Mes mains tremblaient. J'ai relu la lettre 3 fois, espérant y trouver une nuance que j'aurais manquée, un signe que je dramatisais. Mais non, chaque mot semblait peser, calculé. J'ai levé les yeux et, comme si elle m'attendait, ma belle-fille est apparue dans l'encadrement de la porte. Elle n'a pas semblé surprise de me voir avec la lettre. Au contraire, elle a incliné légèrement la tête, satisfaite. « Tu l'as lu » a-t-elle dit, sans poser de questions. Sa voix était calme, presque tendre. Cette douceur m'a fait plus peur que la colère. Je lui ai demandé d'où venait cette lettre, pourquoi personne ne m'avait parlé avant. Elle a soupiré, comme on le fait face à un enfant qui pose trop de questions. On ne voulait pas t'inquiéter. A-t-elle répondu. Et puis, tu étais toujours devant la télévision. Cette phrase a résonné en moi comme une accusation. J'ai senti une honte sourde m'envahir, suivie d'une révolte brûlante. Était-ce donc ainsi qu'on me voyait? Une femme inutile, absorbée par des histoires fictives pendant que la vraie vie se décidait sans elle? J'ai voulu répondre, me défendre, rappeler tout ce que j'avais fait pour cette famille. Mais les mots se sont emmêlés et elle en a profité pour s'approcher. Elle a posé une main sur la table, près de la lettre. « Demain, tout sera clair » a-t-elle murmuré. « Tu comprendras que c'est nécessaire. »
Puis elle s'est éloignée, me laissant seul avec mes pensées et ce sentiment écrasant d'être déjà mise de côté. Le reste de la journée s'est déroulé comme dans un brouillard. J'ai fait les gestes habituels sans vraiment les vivre. Chaque regard de ma belle-fille, chaque silence me semblait chargé d'un sens caché. Le soir venu, je me suis installé dans le salon, face à la télévision éteinte. Je n'ai pas osé l'allumer. L'écran noir me renvoyait mon image fatiguée, et derrière elle, l'ombre d'un avenir que je ne contrôlais plus. Quand la nuit est tombée, un bruit de pas dans le couloir m'a fait sursauter. Une voix chuchotait au téléphone, des mots que je ne comprenais pas, mais qui confirmaient une chose. Ce qui se préparait me concernait bien plus que je ne l'imaginais, et le lendemain promettait de m'arracher brutalement à tout ce que je croyais encore solide. Je suis resté éveillé une grande partie de la nuit, l'oreille tendue, le cœur battant au moindre craquement. Les chuchotements que j'avais entendus revenaient me hanter, se mélangeant à des souvenirs anciens que je croyais enfouis. Au petit matin, je me suis levé avec cette sensation lourde qu'on ressent juste avant une mauvaise nouvelle, quand le corps sait déjà ce que l'esprit refuse encore d'admettre. La maison était étrangement animée. Des voix basses provenaient du salon. J'ai reconnu celle de mon fils, enfin rentrée, mêlée à celle de ma belle-fille. J'ai ralenti le pas, hésitant à m'annoncer. Je me sentais soudain comme une étrangère dans ma propre maison. Quand je suis entré, ils se sont tus d'un même mouvement. Mon fils a esquissé un sourire maladroit, celui qui me faisait enfant quand il avait cassé quelque chose. « Maman, assieds-toi » a-t-il dit. Ces 3 mots m'ont fait l'effet d'un verdict. Je me suis installé sur le canapé, les mains serrées sur mes genoux. Ma belle-fille est restée debout, droite, comme si elle menait la réunion. Elle a commencé à parler de projets, d'avenir, de stabilité. Elle utilisait des mots modernes, rassurants en apparence, mais derrière lesquels je sentais une décision déjà prise. Puis mon fils a pris la parole. Il a évité mon regard au début, parlant du travail, des difficultés, de la pression. Il a expliqué que la situation n'était plus tenable ainsi. Chaque phrase était un pas de plus vers un précipice que je voyais se rapprocher. J'ai fini par l'interrompre, la voix tremblante. « Dis-le clairement, ai-je demandé. Qu'est-ce que vous voulez de moi ?» Un silence pesant est tombé. Ma belle-fille a échangé un regard avec lui, puis elle s'est assise à son tour, enfin à ma hauteur. « On pense qu'il serait mieux pour toi de changer d'environnement. » A-t-elle dit doucement. « Pour ton bien ?» Changer d'environnement. Ces mots flous cachaient mal la réalité. J'ai senti ma poitrine se serrer, mes oreilles bourdonner. J'ai demandé où il voulait que j'aille. Une autre maison? Un proche? Elle a répondu en parlant d'un endroit calme, organisé, où je serais prise en charge. J'ai compris alors, une colère froide a remplacé ma peur. Comment pouvait-il décider cela sans moi? Comment mon propre fils pouvait-il accepter une telle idée? Je me suis levé brusquement. La pièce a semblé vaciller. Je ne suis pas un meuble qu'on déplace. Ai-je dit, la voix plus fort que je ne l'aurais cru. Mon fils a enfin levé les yeux vers moi, et dans son regard j'ai vu quelque chose qui m'a blessé plus que tout, le doute. Il doutait de moi, de ma capacité à rester là, à être encore utile. La discussion s'est terminée sans conclusion claire. Ils m'ont demandé du temps pour réfléchir, comme si je n'étais pas déjà au bord de l'effondrement. Je suis sorti du salon, les jambes lourdes. Dans ma chambre, j'ai fermé la porte et me suis appuyé contre, retenant mes larmes. Sur la table de nuit, un autre papier m'attendait, plié soigneusement. Je ne l'avais pas vu auparavant. Je l'ai ouvert avec des doigts engourdis. Ce que j'y ai lu a fait naître en moi une peur nouvelle, plus profonde encore, car cette fois, ce n'était plus seulement une question de choix, mais un secret du passé qui venait de refaire surface, prêt à tout bouleverser. Je suis resté figé, le papier à la main, incapable de respirer normalement. Les mots dansaient devant mes yeux, mais leur sens me frappait avec une précision cruelle. Ce n'était pas une simple note oubliée, ni un rappel anodin. C'était une copie d'un document ancien, officiel, portant une date qui m'a immédiatement ramené plus de 20 ans en arrière. Mon nom y figurait, accompagné d'une signature que je reconnaissais, la mienne. Je me suis assis sur le lit, comme si mes jambes refusaient de me porter davantage. Des souvenirs confus ont commencé à émerger, des fragments que j'avais volontairement enfouis pour continuer à vivre. À l'époque, j'étais seul, épuisé, persuadé que je faisais ce qu'il y avait de mieux. Avais-je vraiment cru que tout cela ne me rattraperait jamais? Un léger écho à la porte m'a fait sursauter. La voix de ma belle-fille a traversé le bois, faussement douce. « Tu vas bien ?» J'ai répondu oui, trop vite. J'ai plié le document et l'ai glissé sous l'oreiller, le cœur battant.
Elle est entrée sans attendre, son regard balayant la pièce avec une attention calculée. Je me suis demandé depuis combien de temps elle savait. Depuis quand elle jouait ce rôle, feignant l'indifférence pendant qu'elle préparait patiemment son coup. Elle s'est assise au bord du lit, comme une amie compatissante. « Tu sais, » a-t-elle commencé, « les familles se construisent aussi sur la vérité. » Chaque mot semblait choisi pour me désarmer. J'ai senti qu'elle testait mes réactions, cherchant une faille. J'ai feint l'ignorance, lui demandant ce qu'elle voulait dire. Elle a souri, ce même sourire calme qui m'avait déjà glacé. « Rien pour l'instant », a-t-elle répondu. « Je voulais juste m'assurer que tu comprennes que demain sera décisif. » Puis elle s'est levée et a quitté la chambre, me laissant seul avec cette menace voilée. J'ai compris alors que ce document n'était pas là par hasard. Quelqu'un l'avait placé volontairement pour me faire comprendre que je n'avais plus le contrôle. Le reste de la journée s'est étiré péniblement. Je n'osais plus croiser les regards, de peur qu'on y lise ma culpabilité. Chaque geste me semblait observé. En fin d'après-midi, mon fils est venu frapper à ma porte. Il avait l'air fatigué, plus âgé soudain. Il m'a demandé si je me sentais prête pour le lendemain. J'ai répondu par une question banale, cherchant à gagner du temps. Il a hoché la tête, sans insister, mais j'ai senti qu'il se préparait à quelque chose qu'il n'osait pas encore m'annoncer. Quand la nuit est tombée, j'ai ressorti le document de sa cachette. Je l'ai relu lentement, chaque ligne ravivant une décision que j'avais prise autrefois dans l'urgence et la peur. Si cette vérité éclatait, tout ce que j'avais construit s'effondrerait. J'ai compris que ma belle-fille tenait désormais une arme redoutable entre ses mains. Au loin, j'ai entendu le bruit d'une voiture qui se garait devant la maison. Des voix inconnues ont retenti. J'ai regardé par la fenêtre et aperçu des silhouettes entrer. Mon estomac s'est noué. Qui étaient ces gens? Et surtout, que venaient-ils chercher chez moi à la veille d'un lendemain qui promettait déjà d'être irréversible? Je n'ai presque pas fermé l'œil. Les silhouettes aperçues l'avaient se mêler à mes souvenirs, formant une confusion oppressante. À l'aube, la maison était déjà en mouvement. Des portes claquaient doucement, des pas allaient et venaient. Je me suis levé lentement, comme si chaque geste pouvait déclencher quelque chose que je n'étais pas prêt à affronter. Dans le salon, les mêmes personnes que j'avais vues arriver la veille étaient assises autour de la table basse. 2 femmes et un homme, tous bien habillés, au regard sérieux. Ils se sont tus en me voyant entrer. Mon fils s'est levé pour me saluer, maladroitement, tandis que ma belle-fille m'observait avec une attention presque scientifique. Je me suis senti examiné, évalué. L'homme a pris la parole en premier. Il s'est présenté comme un conseiller, utilisant des termes professionnels neutres. Il parlait de situation familiale, de bien-être, de cadre sécurisé. Chaque mot me donnait l'impression d'être déjà catalogué, rangé dans une case qui ne me ressemblait pas. Une des femmes hochait la tête en prenant des notes, l'autre me regardait avec une fausse compassion qui me mettait mal à l'aise. On m'a posé des questions. Comment je me sentais? Si je dormais bien? Si je me souvenais de certaines dates, de certains événements? J'ai répondu prudemment, conscient que chaque réponse pouvait être interprétée contre moi. Je voyais mon fils se crisper à mesure que l'entretien avançait. Quant à ma belle-fille, elle restait silencieuse, mais je sentais qu'elle contrôlait la situation. À un moment, l'homme a sorti un dossier. Mon cœur s'est arrêté quand j'ai reconnu la couverture. C'était le document que j'avais trouvé dans ma chambre. Il a ouvert et a évoqué une décision prise il y a longtemps, parlant d'un contexte difficile, de responsabilités lourdes. J'ai senti la pièce tourner. Ce passé que je croyais enterré revenait au grand jour, exposé devant des inconnus. J'ai tenté de m'expliquer, de replacer les choses dans leur contexte. J'ai parlé de solitude, de peur, de choix imposés par les circonstances. Ma voix tremblait, mais je refusais de me taire. Pour la première fois depuis longtemps, je me battais. Les regards se sont échangés autour de la table. Je ne savais pas si mes mots les touchaient ou s'ils ne faisaient que confirmer leurs soupçons. Quand l'entretien s'est terminé, ils ont annoncé qu'ils reviendraient avec une proposition claire. Rien n'était encore décidé, disaient-ils, mais leur regard en disait long. Ils se sont levés et ont quitté la maison, laissant derrière eux un silence pesant. Mon fils s'est approché de moi. Il avait les yeux humides. « Pourquoi tu ne nous as jamais parlé de ça ?» a-t-il murmuré. J'ai voulu répondre, lui dire que certaines vérités font trop mal pour être dites, mais ma belle-fille est intervenue, mettant fin à la conversation. « Ce n'est pas le moment ?» a-t-elle tranché. Je me suis retrouvé seul dans le salon, face à la télévision toujours éteinte. J'ai ressenti un mélange de colère et de désespoir. Mais au fond de moi,
une idée commençait à germer. Si elle pensait que j'allais me laisser faire, elle se trompait lourdement. En fin de journée, alors que je me retirais dans ma chambre, j'ai remarqué que le tiroir de ma commode était entrouvert. À l'intérieur, il manquait quelque chose d'essentiel, quelque chose qui pouvait tout changer. Mon cœur s'est emballé quand j'ai compris ce qui manquait. Ce petit carnet à la couverture usée, que je gardais depuis des années, n'était plus là. Personne n'y prêtait attention. Personne sauf moi ne savait vraiment ce qu'il contenait. Je me suis assis sur le lit, vidé, essayant de me souvenir de la dernière fois où je l'avais touché. C'était il y a peu, j'en étais sûr. Je l'avais rangé moi-même, avec ce geste machinal qu'on fait quand on veut protéger quelque chose de fragile. J'ai fouillé le tiroir, puis les autres, espérant m'être trompé. Rien. Un frisson de panique m'a traversé. Ce carnet n'était pas qu'un journal intime. Il contenait des dates, des noms, des détails que j'avais consignés pour ne pas oublier la vérité entière. Une vérité qui ne correspondait pas à ce que racontait ce document officiel, brandi le matin même. Si quelqu'un l'avait pris, ce n'était pas par hasard. Je suis sorti de la chambre, le pas hésitant. Dans le couloir, j'ai entendu la voix de ma belle-fille, basse, concentrée. Elle parlait au téléphone, dos tourné. « Oui, je l'ai trouvée », disait-elle. Elle ne s'en doute de rien. Ces mots m'ont coupé le souffle. J'ai reculé doucement, le cœur battant à tout rompre, puis je me suis enfermé dans la salle de bain, tremblante. Assis sur le bord de la baignoire, j'ai essayé de réfléchir. Elle savait depuis le début, et maintenant elle tenait entre ses mains la seule chose capable de me défendre. Une rage sourde a commencé à remplacer ma peur. Comment osait-elle fouiller mes affaires, manipuler mon passé pour servir ses plans? À travers la porte, j'ai entendu des pas s'approcher, puis s'éloigner. Quand je suis ressorti, la maison semblait calme, presque trop. Mon fils n'était pas là. Elle, si. Installée dans le salon, elle feuilletait quelque chose avec une attention tranquille. J'ai reconnu aussitôt la couverture du carnet. Mon sang n'a fait qu'un tour. Je me suis approché lentement. Elle a levé les yeux et m'a souri, comme si tout cela n'était qu'un jeu. « Tu vois » a-t-elle dit en tapotant le carnet, « j'aime comprendre les gens. » J'ai exigé qu'elle me le rende. Elle a ri doucement. « Pas encore. Il y a des choses très intéressantes ici. Des choses qui pourraient changer la perception qu'on a de toi. » Je lui ai dit qu'elle n'avait pas le droit, que ce qui était écrit là ne concernait que moi. Son regard s'est durci. « Tout ce qui affecte cette famille me concerne, » a-t-elle répondu. Puis elle s'est levée, carnet à la main, et a ajouté, presque en chuchotant, « Demain, on aura une dernière discussion. Après ça, il n'y aura plus de retour en arrière. » Elle est partie en laissant derrière elle un silence lourd de menaces. Je suis resté là, figé, réalisant que le temps jouait désormais contre moi. Il me restait une nuit pour agir, une seule chance de reprendre le contrôle avant qu'elle ne transforme mon histoire en arme définitive. Cette nuit-là, j'ai attendu que la maison s'endorme vraiment. Le silence n'était jamais total ici. Il y avait toujours un plancher qui gémissait, un robinet capricieux, le souffle régulier du réfrigérateur. Mais au-delà de ces bruits familiers, je guettais autre chose. Ses pas, sa porte, le moindre signe qu'elle veillait encore. Quand enfin tout s'est figé, j'ai glissé hors de mon lit. Je savais où elle rangeait ses affaires. Elle aimait l'ordre, les tiroirs alignés, les secrets bien classés. Dans le bureau, la lumière de la rue dessinait des ombres longues. J'ai fouillé doucement, retenant mon souffle à chaque froissement de papier. Rien. Le carnet n'était pas là. J'ai ouvert l'armoire, déplacé des dossiers, des chemises impeccables. Toujours rien. Une sueur froide a perlé dans mon dos. Puis j'ai remarqué la clé. Une petite clé argentée, posée bien en vue sur son bureau, comme une provocation. Je l'ai prise. Le tiroir verrouillé s'est ouvert sans résistance. À l'intérieur, des copies. Des photocopies de mon carnet, page après page, annotées de sa main. Des phrases soulignées, des dates encerclées. Elle ne se contentait pas de lire, elle interprétait, elle reconstruisait mon histoire à sa façon. Une colère brûlante m'a traversé. J'ai compris alors qu'elle ne cherchait pas seulement à me faire partir. Elle voulait me réduire à un récit commode, me faire porter la faute de décisions qui n'étaient pas uniquement les miennes. En refermant le tiroir, mes doigts ont heurté un autre dossier, plus fin. Mon nom figurait sur l'étiquette. À l'intérieur, une convocation pour le lendemain, une adresse, une heure précise. Ils avaient déjà prévu l'étape suivante, sans m'en informer. J'ai quitté le bureau en silence, le cœur battant. Dans le couloir,
Une ombre a bougé. Je me suis figé. Sa porte était entr'ouverte. Une lueur filtrait. Elle était réveillée. J'ai reculé, prêt à fuir, mais sa voix m'a arrêté. « Tu cherches quelque chose ?» a-t-elle demandé calmement. Je me suis retourné. Elle se tenait là, adossée au chambranle, comme si elle m'attendait depuis le début. Dans sa main, le carnet original. « Tu sais ?» a-t-elle poursuivi, « j'admire ta ténacité, mais il faut savoir quand lâcher. » J'ai répondu que ce carnet racontait aussi sa part à elle, ses omissions, ses manipulations. Un instant, son masque a vacillé. « Fais attention » a-t-elle murmuré. « Tout ce que tu feras cette nuit aura des conséquences. » Elle a refermé sa porte, me laissant seul avec cette menace suspendue. De retour dans ma chambre, j'ai pris une décision que je n'aurais jamais imaginée quelques jours plus tôt. Il me restait peu de temps, mais je savais désormais où frapper. À l'aube, mon téléphone a vibré. Un message bref, d'un numéro inconnu. On doit parler avant la réunion. Seul. J'ai levé les yeux vers la porte fermée, conscient que chaque choix désormais pouvait me sauver ou m'achever. Je suis resté longtemps à fixer l'écran de mon téléphone, le message brillant encore comme une menace silencieuse. Un numéro inconnu, mais je savais instinctivement que ce n'était pas un hasard. Mes mains étaient froides, pourtant une étrange lucidité m'envahissait. La réunion approchait, tout s'accélérait, et quelqu'un venait de fissurer le scénario parfaitement réglé par ma belle-fille. Je me suis préparé sans bruit. Chaque geste était mesuré, comme si la maison entière pouvait m'entendre penser. En passant devant la chambre de mon fils, j'ai ralenti. Sa porte était fermée. J'ai ressenti une pointe de tristesse mêlée de colère. Il dormait paisiblement alors que ma vie se jouait à quelques heures près. Je n'ai pas frappé. Il n'était plus temps de chercher du soutien là où le doute s'était installé. Le lieu indiqué dans le second message était un café discret à 2 rues de la maison. J'y suis allé à pied, le manteau serré contre moi malgré la douceur du matin. Chaque visage croisé me semblait porteur d'un secret. J'avais l'impression d'être suivi, observé, comme si la vérité que je portais attirait désormais tous les regards. À l'intérieur du café, l'odeur du café chaud et des viennoiseries contrastait violemment avec la tension qui me nouait l'estomac. Une femme était assise au fond, dos au mur. Quand elle a levé les yeux vers moi, j'ai senti le sol se dérober légèrement sous mes pieds. Je la connaissais, pas intimement, mais suffisamment pour comprendre que sa présence changeait tout. Elle m'a fait signe de m'asseoir. Son regard était grave, presque inquiet. « Je n'ai pas beaucoup de temps », a-t-elle dit sans détour. Et ce que je vais te dire, je n'aurais jamais dû le garder pour moi aussi longtemps. J'ai senti mon cœur battre plus fort. Elle a parlé vite, comme quelqu'un qui craint d'être interrompu. Elle savait ce que contenait mon carnet. Elle savait aussi comment il avait été obtenu, manipulé, sorti de son contexte. Elle m'a révélé des détails que je n'avais jamais osé écrire, des choses que je croyais n'appartenir qu'à ma mémoire. Des pressions, des signatures arrachées, des choix présentés comme obligatoires. Et surtout, un nom que je n'avais pas entendu depuis des années, mais qui expliquait tout. Ce n'était pas seulement une affaire familiale. C'était une chaîne de décision où chacun avait protégé ses intérêts, me laissant porter seul le poids final. Ta belle-fille n'a qu'une partie de l'histoire, a-t-elle conclu, et elle l'utilise parce que ça l'arrange. Mais si tu parles, si tu montres tout, ce ne sera plus aussi simple pour eux. Elle a glissé une clé USB sur la table. Là-dedans, il y a ce que je peux prouver. Pas tout, mais assez pour semer le doute. Je l'ai prise, les doigts tremblants. Avant de partir, elle m'a regardé droit dans les yeux. Après aujourd'hui, plus rien ne sera comme avant, pour toi comme pour eux. Elle s'est levée et a quitté le café sans se retourner. Je suis resté seul, la clé USB serrée dans ma main, conscient que je détenais enfin une arme, mais aussi que son utilisation pourrait déclencher une tempête que personne, pas même moi, ne pourrait contrôler. Je suis rentré à la maison avec une sensation étrange, comme si mes pas ne m'appartenaient plus vraiment. La clé USB pesait lourd dans ma poche, bien plus qu'un simple objet. À chaque mouvement, je sentais sa présence, rappel constant que je détenais désormais une vérité capable de fissurer ce qui semblait si solidement organisé contre moi. La maison était silencieuse quand je suis entré. Trop silencieuse. J'ai posé mon manteau, pris une grande inspiration et me suis dirigé vers ma chambre. J'avais besoin de réfléchir, de mettre de l'ordre dans ce chaos. Mais avant même d'atteindre le couloir, j'ai entendu des voix étouffées provenant du salon. Celle de ma belle-fille, reconnaissable entre mille. Et une autre, plus grave, celle de mon fils.
Je me suis arrêté net. J'ai retenu mon souffle et me suis approché doucement, restant hors de leur champ de vision. Ils parlaient bas, mais certains mots me parvenaient clairement. « Tout est prêt pour cet après-midi », disait-elle. « Il ne faut surtout pas qu'elle fasse de scène. » Mon fils a répondu quelque chose que je n'ai pas compris, puis il a soupiré longuement. Ce soupir m'a serré le cœur plus que des cris auraient pu le faire. Elle a continué, sûre d'elle. Les documents sont solides, et avec ce carnet, personne ne remettra notre décision en question. Mon sang s'est glacé. Elle parlait comme si j'étais déjà absente, comme si mon sort était scellé. J'ai reculé doucement, incapable d'en entendre davantage. Chaque mot confirmait une chose, il n'avait aucune intention de m'écouter. Dans ma chambre, j'ai fermé la porte à clé. Mes mains tremblaient quand j'ai sorti la clé USB. Je l'ai observée longtemps, hésitant. Si je l'utilisais, je pouvais renverser la situation. Mais à quel prix? J'ai pensé à mon fils, à son regard plein de doute. J'ai pensé à cette maison, à toutes ces années, à tout ce que j'avais sacrifié sans jamais rien demander en retour. J'ai allumé mon ordinateur. L'écran a mis quelques secondes à s'illuminer, secondes qui m'ont paru interminables. J'ai branché la clé USB. Un dossier s'est ouvert automatiquement. Des fichiers, des noms, des dates, des preuves. Pas des émotions, pas des souvenirs flous, des faits. J'ai parcouru les documents, le cœur battant. Tout y était expliqué, détaillé, replacé dans un contexte que personne ne pouvait ignorer. Un bruit derrière la porte m'a fait sursauter. Des pas dans le couloir. Quelqu'un s'est arrêté devant ma chambre. J'ai éteint l'écran instinctivement, comme une enfant prise en faute. La poignée a bougé légèrement. Puis la voix de ma belle-fille s'est élevée, calme et ferme. « Tu es prête? On doit partir. » J'ai regardé l'ordinateur noir, la clé USB toujours branchée, et mes mains posées dessus comme si elles protégeaient ma dernière chance. Je savais qu'une fois cette porte franchie, il n'y aurait plus de demi-mesure. Soit je me taisais et je disparaissais doucement de leur vie, soit je parlais, et plus rien ne serait jamais contrôlable. Je me suis levé lentement, comme si chaque mouvement pouvait trahir le tumulte qui me déchirait de l'intérieur. J'ai retiré la clé USB de l'ordinateur et l'ai glissée dans la poche intérieure de mon sac, tout contre moi. Ce simple geste m'a donné une force étrange, fragile mais réelle. J'ai ouvert la porte. Ma belle-fille se tenait là, parfaitement calme, habillée avec soin, prête pour ce qu'elle appelait déjà la suite. Son regard a glissé sur mon visage, cherchant un signe de faiblesse. Dans la voiture, le silence était pesant. Mon fils conduisait, concentré sur la route, les mâchoires serrées. Ma belle-fille consultait son téléphone, envoyant des messages rapides, sûre d'elle. Je regardais défiler les rues, chaque carrefour me semblant être une dernière chance de faire demi-tour. Mais je suis resté immobile, les mains jointes sur mon sac. Le bâtiment où nous sommes arrivés était impersonnel, froid, avec cette odeur de désinfectant et de papier neuf qui efface toute humanité. Dans la salle d'attente, les mêmes visages sérieux que la veille nous attendaient. Ils m'ont salué poliment, comme on salue un dossier de plus. J'ai senti ma belle-fille se placer légèrement devant moi, comme pour marquer son territoire. On nous a fait entrer. Les questions ont repris, plus directes, plus pressantes. On parlait de solutions, de décisions à prendre rapidement. Je répondais peu, observant surtout les regards, les micro-expressions, les silences lourds de sens. À un moment, l'homme au dossier a posé devant moi une feuille à signer. Mon nom y était déjà imprimé. J'ai senti tous les regards converger vers moi. Ma belle-fille a esquissé un sourire discret, presque victorieux. Mon fils a détourné les yeux. J'ai pris le stylo, puis je me suis arrêté. Le silence est devenu presque insupportable. J'ai relevé la tête. Avant, ai-je dit calmement, j'aimerais ajouter quelque chose. Ma belle-fille a raidi les épaules. Ce n'est pas nécessaire, a-t-elle répondu trop vite. J'ai senti son inquiétude. Enfin, j'ai posé le stylo. Si, c'est nécessaire. J'ai parlé lentement, mes mots choisis avec soin. J'ai évoqué le passé, le contexte, les pressions. J'ai vu les visages se tendre, l'homme froncer les sourcils. Puis j'ai posé mon sac sur la table. J'ai des éléments qui complètent ce dossier. Ai-je ajouté? La pièce a semblé se figer. Ma belle-fille m'a regardé, les yeux sombres, presque suppliants cette fois. Mon fils a enfin levé la tête vers moi, surpris. J'ai senti que l'instant était fragile, dangereux. Avant que je puisse aller plus loin, un des responsables a levé la main. « Nous allons faire une pause », a-t-il déclaré. « Il semble qu'il y ait des informations à vérifier. »
Ils se sont levés, murmurant entre eux. Ma belle-fille s'est penchée vers moi, la voix basse, tremblante de colère. « Tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de faire. » Je l'ai regardé sans répondre. À cet instant précis, j'ai compris que quelle que soit l'issue, rien ne pourrait plus jamais revenir en arrière. Et alors que la porte se refermait derrière eux, me laissant seul avec mon fils et cette vérité prête à éclater, je me suis demandé qui, au final, allait vraiment perdre le contrôle. La porte à peine refermée, un silence dense s'est abattu sur la pièce, si l'eau que j'entendais mon propre cœur battre. Mon fils s'est assis lentement, comme si ses jambes ne le portaient plus. Il a passé une main sur son visage, longuement, puis il m'a regardé, pas comme avant. Il n'y avait plus ce mélange de gêne et de distance, mais quelque chose de brut, presque douloureux. « Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de tout ça ?» a-t-il murmuré. La question n'était ni accusatrice ni agressive. Elle était fatiguée. J'ai ouvert la bouche, puis je l'ai refermée. Comment expliquer une vie entière de silence en une phrase? Ma belle-fille, elle, restait debout, figée, les bras croisés. Son regard allait de moi à la porte, comme si elle calculait le temps, les risques, les dégâts possibles. Parce que tu n'étais pas prêt, ai-je fini par dire, et parce que j'avais peur que tu me regardes autrement. Il a baissé les yeux. Ce simple geste m'a fait plus mal que tout le reste. J'ai senti que quelque chose se fissurait entre nous, mais je ne savais pas encore si c'était pour s'effondrer ou pour enfin respirer. Ma belle-fille a rompu le silence, sa voix plus sèche qu'elle ne l'aurait voulu. Tout ça est très émouvant, mais on n'est pas ici pour régler des histoires personnelles. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Tu joues avec le feu. Ces documents peuvent aussi se retourner contre toi. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je sentais encore la clé USB contre moi, comme une pulsation. Je le sais, ai-je dit calmement, mais je sais aussi que ce que tu montres est incomplet, et volontairement incomplet. Ses lèvres se sont pincées. Pour la première fois, elle n'avait pas de réplique immédiate. Mon fils a relevé la tête brusquement. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» a-t-il demandé. Avant que je puisse répondre, la porte s'est rouverte. Les responsables sont revenus, leur visage plus fermé qu'avant. L'homme s'est rassis et a croisé les doigts. « Nous avons besoin de voir ces éléments », a-t-il dit en me regardant. « Maintenant ?» J'ai sorti la clé USB de mon sac et l'ai posée sur la table. Le bruit sec du plastique contre le bois a résonné comme un coup de marteau. Ma belle-fille a fait un pas en avant. « Ce n'est pas nécessaire », a-t-elle insisté. « Ces documents n'ont aucune valeur légale. » L'homme ne l'a même pas regardé. Il a pris la clé et l'a donnée à la femme assise à côté de lui. Pendant qu'elle branchait l'appareil à son ordinateur, j'ai senti l'air changer dans la pièce. Mon fils me fixait désormais sans détour, cherchant sur mon visage une vérité qu'il n'avait jamais osé demander. Les premières lignes sont apparues à l'écran. Les regards se sont figés. Personne ne parlait. La femme faisait défiler les fichiers lentement, trop lentement. Chaque seconde me paraissait interminable. Puis elle s'est arrêtée net. « Il y a ici des éléments qui n'apparaissent pas dans le dossier initial », a-t-elle déclaré. Ma belle-fille a pâli. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Pour la première fois depuis le début, elle semblait perdre pied. Mon fils s'est levé, s'est approché de l'écran. J'ai vu son visage changer à mesure qu'il lisait. Et à cet instant précis, j'ai compris que ce qui allait suivre dépasserait largement ce que j'avais imaginé, car la vérité, une fois lancée, ne choisit jamais qui elle épargne. Les mots à l'écran ont continué de défiler, implacables, jusqu'à ce que la pièce semble trop petite pour contenir ce qu'ils révélaient. Les responsables échangeaient des regards graves, conscients que le dossier qu'ils avaient cru simple venait de changer de nature. Ce n'était plus l'histoire d'une femme à déplacer discrètement, mais celle d'une décision ancienne, prise sous contrainte, maquillée par commodité et exploitée bien des années plus tard par ambition. Mon fils s'est tourné vers moi. Il avait les yeux brillants, la gorge nouée. « Tout ce temps, tu as porté ça seul », a-t-il dit, plus pour lui-même que pour moi. J'ai hoché la tête. Ce n'était ni une victoire ni une revanche, juste la fin d'un silence trop long. Ma belle-fille, elle, s'était assise. Son assurance était dissoute, laissant place à une crispation nerveuse. Elle murmurait des justifications, parlait de malentendus, d'intentions mal interprétées. Mais ces mots glissaient désormais sans accroche. La décision a été rapide. Une suspension, une enquête complémentaire, du temps pour vérifier chaque élément. On m'a rendu la feuille à signer, intacte. Personne ne me l'a tendue de nouveau. Quand nous sommes sortis du bâtiment, l'air extérieur m'a semblé plus léger, presque neuf.
J'ai respiré profondément, comme si je retrouvais un souffle que je croyais perdu à jamais. Sur le trottoir, mon fils s'est arrêté. « Rentre avec moi » a-t-il dit simplement. Ma belle-fille était déjà partie, le pas rapide, sans un regard en arrière. J'ai accepté. Dans la voiture, le silence n'était plus hostile. Il était plein de choses à reconstruire. À la maison, j'ai rallumé la télévision. L'écran s'est illuminé, et pour la première fois depuis longtemps, je n'y ai pas cherché une fuite, mais un simple moment de paix. Mon fils s'est assis près de moi. Il a souri. Un sourire fragile, mais vrai. Les jours suivants ont apporté leur lot de conversations, parfois difficiles, parfois réparatrices. Des excuses maladroites, des aveux tardifs, et surtout une écoute nouvelle. J'ai compris que reprendre sa place ne signifie pas dominer, mais exister sans s'excuser. Le passé ne s'est pas effacé, mais il a cessé de me définir à lui seul. Un soir, alors que je regardais encore mes feuilletons, mon fils a pris la télécommande. J'ai senti un bref pincement, puis il a simplement baissé le son et s'est assis à côté de moi. « Raconte-moi » a-t-il dit. Pas l'histoire à l'écran. La mienne. J'ai commencé. Les mots sont venus, d'abord hésitants, puis plus sûrs. Et tandis que la maison retrouvait son rythme, j'ai compris que le véritable changement n'avait pas commencé le jour où la télévision s'était éteinte, mais le jour où j'avais décidé de rallumer ma voix.